Bonjour, Benoît Marcelin, nomination. Bonjour, Florent Ribaud, Ifrontech. Alors, aujourd'hui, nous sommes à App Innovation et on a décidé de partager un thème avec vous, le CRM entre rêve et réalité. On a eu l'occasion avec Florent de travailler ensemble sur des projets CRM, certaines des belles réussites, d'autres un peu plus challenging, et on s'est dit que ça serait intéressant de poursuivre et de structurer un peu les discussions un peu informelles qu'on a pu avoir sur ces clients. Mais avant de commencer à dresser le thème, Florent, est-ce que tu peux, s'il te plaît, un petit peu présenter Ifrontech, son expertise, ses particularités? Avec grand plaisir. Donc, Ifrontech, on a un ADN qui est la gestion de la relation client. Et depuis maintenant 21 ans, on défend cet ADN autour de trois valeurs fortes que sont l'expertise, l'humain et la culture du résultat. Ce qui fait qu'on développe des relations de confiance dans la durée avec des grandes entreprises et des ETI. Et puis, on a une équipe d'une centaine de consultants qui mettent en place des solutions de CRM, de marketing, de data, et qui le font en étant certifiés autour des trois partenaires avec lesquels on travaille, Salesforce, Microsoft et Oracle. Merci Florent. Alors de mon côté, moi je travaille chez Nomination. Donc Nomination, nous, notre métier, c'est produire de la donnée B2B. Alors très concrètement, on va rassembler plein de données éparses sur les entreprises, sur les personnes qui y travaillent. Puis on va consolider cette information, on va la structurer, on va la vérifier, on va la mettre à jour. Et cette information va nous permettre d'alimenter notamment les CRM de nos clients, avec de la donnée fiable, de la donnée entreprise fiable, de la donnée décideur fiable, avec par exemple les organigrammes directement disponibles dans les CRM, mais également la mise à jour automatique. Bref, notre métier, c'est finalement assurer le carburant des processus marketing et commerciaux de nos clients. Nomination, on est un tout petit peu plus jeune, mais pas tant que ça, puisqu'on va fêter cette année nos 20 ans. Et on est très fiers d'accompagner nos 800 clients de toute taille, de tout secteur d'activité, sur leurs enjeux, à la fois la data dans le CRM, mais aussi la data de manière très opérationnelle pour les forces de vente et puis pour le marketing. Alors, ce point de présentation étant terminé, comme je vous le disais en introduction, j'ai eu le plaisir de travailler avec Florent récemment sur plusieurs clients communs qui ont déployé des outils de CRM. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'ouvrir des discussions sur finalement rêve, réalité, derrière on va dire, les promesses des éditeurs de CRM et en particulier du leader du marché, la réalité opérationnelle est des fois un tout petit peu plus complexe. Et donc là, avec Florent, on s'est dit que ça serait intéressant de prolonger ces échanges dans le cadre de cet événement App Innovation pour essayer d'un petit peu creuser et de partager avec vous nos réflexions, nos retours d'expérience. Alors Florent, moi, il y a toujours une étude que je cite souvent parce que je trouve que le chiffre, entre guillemets, fait un peu peur. C'est une étude sur le ROI des projets CRM qui avait été conduite par Gartner. Alors, il y a quelques années, mais je pense que l'étude est toujours valable, qui annonçait que globalement, 2/3 des projets de CRM n'atteignaient pas leurs objectifs de ROI. Alors, toi, Florent, avec le nombre de projets que tu as et que Ifrontech a, est-ce que tu confirmes? Alors, c'est vrai que pendant longtemps, donc je crois que c'est une étude qui date de 2015, ça a été le cas, malheureusement. C'est ce qu'on constatait. D'ailleurs, nous, on avait un peu cette renommée d'être appelé quand les CRM de nos clients étaient en difficulté. On intervenait pour redresser la situation. Urgentiste du CRM. Ouais, c'était du CRM. Après, je suis moins pessimiste aujourd'hui que cette statistique pourrait le faire penser.
parce que déjà, alors c'est un peu lié aussi à notre typologie de clients. On est sur des grands comptes, on est sur des ETI. Ils ont déjà eu cette première vague et ils sont plutôt dans la deuxième vague de mise en place d'un CRM. Donc, ils ont appris de leurs échecs et les discussions sont beaucoup plus constructives. On est dans la co-construction et donc on arrive quand même à beaucoup réduire ce niveau d'échec. Maintenant, ça n'empêche qu'un projet CRM, ça reste toujours un projet qui est souvent complexe à déployer. Voilà, donc voilà, je pense qu'on peut espérer qu'aujourd'hui, seul un tiers des projets sont en échec et plutôt sur des cibles, des primo-accédants, je dirais, plutôt les PME. Ok. Et si on prend un peu de recul, parce que je crois que les équipes Ifrontech, tu le disais, ont mené plus de 400 projets. Toi, tu retiens quoi comme principale difficulté que tu observes sur le terrain? Par exemple, est-ce que aujourd'hui, on a une vraie problématique fonctionnelle dans les CRM, de ton point de vue? Écoute, je pense pas aujourd'hui qu'il y ait une problématique fonctionnelle. Aujourd'hui, déjà, les éditeurs sont plutôt dans une course à la fonctionnalité et donc proposent à l'intérieur des solutions CRM tout un ensemble de fonctionnalités qui couvrent à la fois les besoins des parcours clients. Donc aujourd'hui, un projet CRM de base, il intègre du marketing, il intègre les ventes, il intègre le service après-vente. Ça, on le voit à chaque fois, même souvent du reporting. Enfin, souvent, je dis quasiment à chaque fois du reporting. Donc ça pose plus de problème, non. Et puis côté utilisateur, c'est pareil. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les éditeurs pour vraiment couvrir tout ce qu'un commercial, tout ce qu'une personne qui gère la relation client peut faire dans sa journée et qui puisse le faire au sein du CRM. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, je ne vois pas de problème de fond sur la partie fonctionnelle. On y reviendra peut-être plus tard, mais c'est plus souvent des problèmes d'alignement sur voilà, des processus. Ça pose plus de difficultés. Alors, si ce n'est pas les fonctionnalités, parce que je suis d'accord avec toi, aujourd'hui, on est quand même sur un niveau de maturité des grands éditeurs, des éditeurs leaders qui font que on n'a jamais vu, en tout cas à ma connaissance, de clients qui n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient dans son CRM, d'un point de vue fonctionnel. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt l'articulation avec les autres briques du système d'information? Pendant très longtemps, c'était quand même un peu le côté, la très grosse complexité, l'intégration avec d'autres briques, non? Alors, ça reste un sujet central dans le cadre d'un projet CRM. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on met en place un CRM, on va forcément l'interfacer avec un ERP, on va l'interfacer avec une messagerie. Voilà, donc ça il faut le réaliser parce que ça apporte de la valeur à l'intérieur du CRM. Mais il y a eu un changement important dans nos métiers, c'est qu'on est passé quand même de solutions qui étaient on-prem à des solutions cloud. Donc, je dirais que plus on va aller vers des outils métiers qui sont 100% cloud, plus interfacer ces systèmes va devenir facile. On met en place ce qu'on appelle des API, ou après on a des logiciels ETL qui permettent de faire passer facilement, dans un sens ou dans un autre, la donnée et d'échanger cette data entre les différents outils qui composent le système d'information. Alors, je termine juste, la difficulté, elle peut exister encore quand on va interfacer un système on-prem avec un système cloud.
et notamment dans certains métiers où tu as des éditeurs qui ont développé des solutions très verticalisées et qui ferment encore les portes côté outils métiers on-premise. Alors, c'est très clair, mais tu as évoqué le point de la data. Son absence, sa non-qualité, est-ce que c'est souvent un problème pour toi? Dans tous les projets qu'on traite aujourd'hui, c'est le premier point d'attention que l'on remonte à nos clients. Si je prends finalement toute la durée de vie d'un projet, la première étape qui est souvent de réconcilier, nettoyer les données avant de les mettre avant de les entrer dans le nouveau système. Les clients en avant-vente nous disent toujours qu'ils ont de la bonne qualité de données. Force est de constater, quand on met en place le CRM, qu'on a souvent un gros travail de nettoyage à faire. Et puis se pose une question, souvent, c'est quel historique de données, quel type de données on va récupérer de l'ancien système pour le mettre dans le nouveau. Donc ça, je dirais, c'est à l'origine. Et puis après, une fois qu'on a mis en place le système, va se poser des questions. Comment on va entretenir cette donnée? Donc, par exemple, qui va être le propriétaire de la donnée? Qui va être en charge d'enrichir cette donnée? Voilà, donc il y a comment on va faire passer la donnée d'un système vers l'autre? Qui va être le système, le logiciel référent? Voilà, donc il y a un tas de questions essentielles à se poser avant de lancer un projet et puis pendant sa vie, qu'il faut vraiment résoudre. Et ce qu'on constate chez nos clients, c'est que là aussi, il y a du progrès. On voit quand même de plus en plus d'entreprises qui mettent en place et qui créent des postes de data manager. Donc, c'est des gens qui vont cartographier les flux de données dans votre entreprise, qui vont déterminer quel va être le système maître, comment on va enrichir la donnée, comment on va la mettre à jour. Voilà, donc il y a tout ça. Et puis, je dirais que nous, on a collaboré aussi sur ces sujets avec Nomination, et des systèmes comme le tien, ils contribuent à l'amélioration, à l'enrichissement de la donnée et surtout à maintenir cette donnée de qualité dans la durée, parce que je crois que ce qu'on donne, c'est une échéance de 3 ou de 6 mois pour qu'une donnée, elle ne soit... voilà, il faille la confirmer qu'elle est toujours bonne. Alors effectivement, c'est un sujet que nous, on voit régulièrement, hein. Alors nous, on a d'autres métriques, mais enfin, tout dépend évidemment de ce que tu mesures, mais globalement, le contenu d'une base de données devient obsolète, enfin 30% d'une base de données devient obsolète au moins chaque année. Donc effectivement, si tu fais pas des efforts réguliers au fil de l'eau, tu te retrouves très rapidement à avoir pas grand-chose d'actif ou pas grand-chose de pertinent dans ta base. Et c'est vrai que, alors, de la data externe, ça va être un vrai levier pour nos amis les data managers, qui souvent sont quand même confrontés à des problèmes massifs de data et qui est toujours complexe de résoudre unitairement. Yes. Donc on a parlé fonctionnalité, a priori c'est pas le souci. On a parlé intégration, un peu plus compliqué, notamment sur les legacy. Si je résume, la data qui en vrai est un chantier ce que j'en comprends, c'est plutôt le sujet du chantier permanent. Est-ce que tu vois d'autres points, toi, de difficultés qui expliquent que les projets CRM sont quand même pas une super réputation aujourd'hui encore? Alors, il y a un point pour moi qui est fondamental et qu'on constate sur l'ensemble de nos projets, et qui est vraiment la différence entre un projet qui fonctionne très bien et un autre qui a plus de difficultés, c'est le sponsorship. Voilà. Il est vraiment essentiel d'avoir quelqu'un avec pouvoir de décision qui puisse piloter ce projet côté client. Nous, ça va vraiment être essentiel parce que c'est quelqu'un qui va permettre d'arbitrer des décisions. C'est quelqu'un qui a une vision sur là où on veut emmener le CRM
et finalement, quel doit être son retour sur investissement. Et concrètement, sur des choses très basiques, mais là, qui sont importantes pour nous et qui sont surtout importantes pour la relation qu'on entretient avec notre client, c'est le sponsor, c'est celui qui va nous permettre de tenir le planning, de tenir le budget. Voilà, parce que grâce à lui, on va se réunir à échéances régulières et on va faire des arbitrages avec ces objectifs-là, le ROI, le planning, le budget. Effectivement, je crois que c'est le sujet de qui est capable de prendre le leadership sur le projet, qui est capable d'arbitrer. Hein. Un projet CRM, c'est quand même c'est des arbitrages permanents. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, sur nos 2 dernières collaborations, je pense qu'on a bien senti la différence entre les 2 derniers projets. On ne citera pas nos clients qu'on aime beaucoup, mais entre celui qui avait un sponsor capable de prendre des décisions et puis l'autre, l'impact était la différence. Exactement. On dit aussi souvent qu'un des enjeux, c'est quand même d'embarquer les utilisateurs, changer les habitudes. Nous, ce qu'on voit quand même chez nos clients aujourd'hui, quasiment tous nos clients, évidemment, sont équipés de CRM, mais par contre, finalement, peu le mettent vraiment au cœur de leurs processus commerciaux et marketing. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'un des sujets clés, c'est quand même l'usage du CRM. Est-ce que tu confirmes qu'au-delà de ton intervention et l'intervention d'Ifrontech pour réussir l'implémentation d'un CRM, le sujet dans la durée, c'est quand même celui de l'usage, non ? Oui, c'est forcément c'est celui de l'usage. C'est comment on va passer déjà comment on va passer d'un système à l'autre. Donc on va changer les habitudes et voilà, quel que soit le sujet, on sait que c'est pas facile de changer les habitudes. Donc ça c'est un point auquel on est très attentif. On met beaucoup d'investissement dans la formation et dans l'accompagnement, surtout pour que la sauce prenne au début, une fois que le projet a été mis en production. Les 3 premiers mois sont fondamentaux. Et c'est vrai que là, alors souvent on parle je parlais du sponsorship juste avant. Alors on dit comment le sponsor finalement il permet aussi cette conduite du changement. Il impose de changer les habitudes. On parle de bâton et de carotte pour une image qui est souvent employée. C'est vrai que l'option bâton, elle fonctionne quand même pas trop. Alors, il y a un exemple qu'on voit souvent, c'est quand le sponsor dit oui, il faut remplir une vingtaine de champs et c'est obligatoire. Alors, là, dans ces cas-là, on n'est pas très bien parti. Demander à un commercial, par exemple, de remplir 20 champs dans le CRM, là, tu sais tout de suite que ça va à l'échec. Par contre, il y a des façons un peu intelligentes de motiver par exemple, des équipes commerciales à utiliser un CRM. Je me rappelle d'un directeur commercial qui avait, il rentre dans son entreprise, il y avait le CRM était en place, et puis malheureusement, il y avait que 20% des gens qui l'utilisaient. Et il a décrété, alors bon, il s'est laissé un petit peu de temps quand même, mais assez vite, il a décrété qu'à partir de telle date, pour le calcul des objectifs, seules les datas qui étaient saisies dans le CRM compteraient. Donc, pour un commercial, c'est quand même la prime et l'objectif, c'est quand même ce qui drive son activité. Donc, je peux dire qu'au bout de 6 mois, il avait complètement redressé la barre et tu avais 80% des commerciaux qui utilisaient parfaitement le CRM et qui saisissaient les informations dans l'outil. Mais bon, plus globalement, voilà, la bonne idée, c'est quand même de se dire qu'est-ce qu'un commercial, qu'est-ce qu'un utilisateur va trouver comme information dans le CRM, et qui va lui faciliter la vie. Voilà, c'est parce qu'il va trouver quelque chose de l'information dans le CRM
qui va lui permettre, si c'est un commercial, d'améliorer sa productivité, enfin de lui faciliter l'accès aux opportunités les plus performantes. Ou si c'est, je sais pas, quelqu'un du service client, c'est je vais trouver dans le CRM des réponses aux questions que le client va me poser, par exemple. Voilà. C'est ça qui va l'inciter à utiliser cet outil. Oui, en fait, finalement, faire en sorte que le CRM ne soit pas juste une base de données au service du marketing. C'est ça, on le voit quand même très souvent où le donneur d'ordre, c'est plutôt le marketing et finalement qui compte sur les commerciaux pour lui remplir sa base. Ou un autre peut-être notre biais, c'est quand le CRM est fait d'abord et avant tout pour la direction et qui sert d'outil de reporting. Alors ça, c'est la version sympa. La version un peu moins sympa, c'est vu des sales, c'est plutôt le côté flicage. Comment on fait en sorte justement de basculer sur une notion de CRM qui soit vraiment utile, non pas aux donneurs d'ordre, mais à ceux qui vont l'utiliser au quotidien? Nous, ce qu'on aime bien faire dans ces cas-là, c'est vraiment passer une journée, 2 journées en fonction des besoins avec les futurs utilisateurs. Donc on va par exemple suivre un commercial tout au long de sa journée. On va s'asseoir à côté d'un responsable du service client pour voir toutes les tâches, toute son activité. Et on va essayer finalement de regrouper ces activités dans le CRM. Voilà, donc ça va lui permettre, l'objectif c'est vraiment de lui faciliter la vie. Souvent, il y a beaucoup, on voyait des équipes qui passaient beaucoup de temps, passer d'un fichier Excel, ensuite aller ouvrir une base de données, consulter son Outlook, se connecter sur SharePoint, sans citer de nom, pardon, donc sur un espace de stockage pour récupérer des documents. Voilà. Quand on va pouvoir finalement regrouper toutes ces actions au sein d'une même interface et qu'en un clic, il ait accès à la même information, voilà, ça va vraiment faciliter son travail. Pour un commercial, quand dans le CRM, on va lui amener de l'information externe, comme par exemple peut le faire Nomination qui remonte des alertes business, si quand il arrive sur son compte, il a son alerte business en lui disant tiens, ton client il vient de racheter une nouvelle société, ça peut être le bon moment pour le contacter et voir si dans cette nouvelle société, il va également mettre en place un CRM. Voilà, on aide le commercial. Alors, donc, je vais quand même juste revenir quand même sur la partie management. Le reporting, c'est souvent l'accès pour le manager au CRM. C'est-à-dire quand on va être capable, sur la base des données CRM, de monter un reporting et que ce reporting, on le met à disposition du manager, tout de suite, il va y voir l'intérêt. Il va pouvoir piloter son activité très facilement avec une vue 360 depuis un seul endroit, autour de 2-3 KPI, le chiffre d'affaires, le nombre de rendez-vous, le taux de transformation, des choses comme ça, quand on pilote une équipe commerciale. Et donc, forcément, on va revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Il va demander à ses équipes de saisir les données dans le CRM pour mettre à jour ces KPI. Ça va permettre à tout le monde d'être aligné sur les mêmes objectifs et on va gagner du temps parce que voilà, et le manager et le commercial ne vont pas avoir à saisir les informations de reporting dans un outil externe, par exemple. Donc là, le principe que tu es en train d'expliquer, finalement, c'est que le CRM devienne l'outil unique, finalement, l'outil le principal, voire le seul outil des utilisateurs finaux? En tout cas, je pense que ça doit être le cas pour les équipes commerciales, oui. Ça, c'est clair. Pour les équipes services après-vente qui gèrent la relation client, oui.
Après, il peut y avoir d'autres, je parlais du manager, voilà, c'est pas forcément là il va être, ça va pas forcément être son seul outil d'information. Il peut y avoir d'autres services. Alors, ça dépend des métiers, mais dans certains métiers, voilà, les RH sont très proches du business. Elle peut avoir besoin de venir consulter de l'information dans le CRM pour pouvoir ensuite, en fonction des opportunités, voir quel type quel consultant il faut recruter ou quel consultant il faut libérer pour pouvoir délivrer l'opportunité enfin, le business qui vient d'être gagné. Voilà, on l'a vu aussi, je l'ai vu ailleurs, même des équipes comptables peuvent avoir besoin de venir dans le CRM pour être, une fois qu'elles sont alertées d'une nouvelle opportunité qui est gagnée, créer un compte client dans la compta ou dans le RP. Enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses. Mais oui, pour les équipes, j'en reviens aux équipes commerciales ou qui gèrent la relation client, ça doit devenir la première porte d'entrée. Donc, d'une certaine manière, le CRM va devenir un peu le front office de l'ERP, c'est ça que tu es en train de nous dire? Alors, je peux vous donner un exemple. Je peux te donner un exemple sur qu'on vit maintenant depuis 3 ans chez un de nos clients dans l'immobilier, qui peut illustrer ça. J'ai une idée de qui tu parles. Oui, on travaille ensemble sur ce client, en effet. On est venu au départ pour mettre en place un CRM avec l'idée de construire une vue 360 clients et d'améliorer l'expérience des utilisateurs. C'est vrai que jusqu'à présent, tout le monde fonctionnait dans l'ERP et notamment pour les équipes commerciales, c'était pas du tout efficace. Donc, on a mis en place le CRM et ce CRM, c'est devenu finalement pour le commercial le front office de l'ERP. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça a été d'ouvrir le CRM vers l'extérieur, vers les clients, vers des partenaires commerciaux. Et là, ce qu'on a vu, c'est que finalement, le CRM, lui, est devenu le back-office de ces portails qui, eux, étaient les front office de la relation avec les partenaires et les clients. Et donc, au final, tu as le CRM qui se retrouve au cœur du système d'information, étant à la fois le front office de l'ERP et le back office des portails, avec la donnée qui circule d'un côté vers l'autre. Voilà. Vraiment, c'est là où on prend conscience de toute la pertinence de mettre en place un système CRM dans un système d'information. Et alors, je fais juste une petite aparté sur ce que peuvent apporter justement les portails clients. Alors, les portails clients, ce qu'on voit, c'est que souvent, ça permet de travailler sur la qualité de l'information client. Ça permet à un client, finalement, de mettre à jour de l'information. Très simplement, il va changer d'adresse, il va pouvoir vous le mettre, il va pouvoir modifier ça dans le portail et ça va redescendre dans le CRM. Vous avez souvent des échanges de fichiers qui sont aussi facilités. C'est aussi un CRM augmenté parce que le portail, il est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis, dans certains cas, ça peut aller même beaucoup plus loin. Je pense à des entreprises qui ont à la fois des clients sur lesquels ils font des gros business et puis donc ça, c'est traité en direct par les commerciaux. Et puis, beaucoup de petits clients avec finalement des petits paniers moyens, petits paniers moyens. Et dans ce cas-là, se pose la question de se dire, si on veut se développer, est-ce que ça vaut le coup de recruter une équipe commerciale pléthorique pour gérer ces petits clients? Et la solution qu'apporte finalement le portail, c'est un parcours client
complètement digitalisé, depuis la prise d'information jusqu'au traitement des dossiers. Et des fois, ça va jusqu'aujourd'hui à la signature électronique d'un contrat. Voilà, donc on a finalement la possibilité de se démultiplier pour une entreprise et d'augmenter, grâce à ces solutions, sa force de vente et donc son chiffre d'affaires à terme. Alors, je vais rebondir sur un terme que tu as utilisé, la notion de CRM augmenté, notion que j'aime bien. Ouais. Et souvent, on l'associe à des mots-clés IA, automatisation. Alors, ça fait quand même un certain temps qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle au service du CRM, beaucoup d'annonces. Alors, toi qui es en lien avec plein de clients, en vrai, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le sujet? Déjà, ce qu'on constate, hein, alors on travaille, comme je te l'ai dit, en présentation, je l'ai expliqué, on travaille avec Salesforce, on travaille aussi avec Microsoft et avec Oracle. Mais si je prends l'exemple de Salesforce, Salesforce pousse vraiment de plus en plus d'intelligence artificielle. Ils ont développé une intelligence artificielle qui s'appelle Einstein et qu'ils ont intégré dans les fonctionnalités. On parlait des fonctionnalités de plus en plus étendues. L'intelligence artificielle en est une. Donc, c'est totalement intégré dans le fonctionnement du CRM aujourd'hui. Alors, des exemples autour de l'amélioration de la productivité, on peut parler de recommandations sur mesure, de classification intelligente des tâches que l'utilisateur a à faire. Pour un service client, ça peut être, par exemple, de plus en plus, il y a la mise à disposition de chatbots intelligents. Voilà, c'est des petits exemples. Ça, c'est ce que poussent les éditeurs. Après, dans la réalité, ce que je constate, c'est que on est encore confronté, on reboucle un peu avec le sujet qu'on avait tout à l'heure, à la fois à la qualité de la donnée et souvent aussi à la profondeur de l'historique. C'est-à-dire que pour que l'intelligence artificielle soit vraiment efficace, elle a besoin d'une data qui est très propre et elle a besoin d'un historique qui est suffisamment profond pour pouvoir entraîner cette intelligence artificielle, qu'elle apprenne et donc qu'elle délivre des résultats pertinents. Effectivement, je partage de ce qu'on voit chez nos clients. Il y a quand même un écart important entre la promesse et l'envie et ces fonctionnalités avancées portées par Einstein, par exemple, et puis la réalité opérationnelle. C'est vrai que sur nos nombreux clients, on voit peu de réalisations. Alors, on a surtout des grands comptes qui font des POC, qui font des tests, mais avec peu d'industrialisation. Alors, je vais mettre un petit bémol. Une exception quand même, quelque chose qui fonctionne quand même pas si mal que ça, la notion de score de santé client, identifier l'attrition, anticiper ou limiter les risques de churn, notamment sur les business d'abonnement. Mais là aussi, c'est un petit peu limité. Ouais, on le voit aussi sur la partie opportunité. Il y a pour permettre de donner des informations à un commercial sur tout ce qui va lui permettre de dire ça, c'est une opportunité que j'ai finalement 80% de chances de transformer, ou plutôt tu vas avoir des difficultés parce que tu n'as pas rencontré le décideur, tu n'étais pas en amont. Enfin voilà. Donc, il y a tout un tas de paramètres sur lesquels on peut travailler et qui permettent d'affiner ce taux de transformation, d'avoir des données plus fiables. Merci beaucoup Florent, merci à tous et puis à bientôt, au revoir. À très bientôt, au revoir.